Bonjour à tous, il est 8h précises, on a un silence de cathédrale ce matin, une quarantaine de présents dans cet auditoire Marcel Lévy pour accueillir notre invité de marque, le professeur Jacques Dubochet, qui nous a fait l'immense plaisir de venir pour ce colloque de fin d'année. Je vais dire quelques mots du professeur Dubochet, qui est diplômé de l'école polytechnique de l'UNI, l'EPUL à l'époque, qui est devenue l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Qui a eu sa thèse de doctorat en 1973 à Genève, si je ne dis pas de bêtises, Jacques. C'était Bâle, mais c'est comme C'était Bâle, c'était en Suisse quand même, une petite erreur de parcours déjà. Pour moi, Lemberg, où il a été recruté comme responsable d'un groupe d'application de la microscopie électronique déjà en 1978, puis professeur en 1987 à l'université de Lausanne, et le prix Nobel, comme on voit sur le site, Ouch, prix Nobel en 2017, et quelque chose de très intéressant, la création pour les bachelors et masters en sciences de la vie d'un programme biologie et société. Alors je pense qu'on connaît tous son implication sociétale pour le climat, et il est venu aujourd'hui nous parler de deux crises un petit peu en miroir que sont le Covid et le climat, mais avec une perspective davantage tournée sur la société, la liberté individuelle, la responsabilité individuelle et collective. En tout cas, un immense merci Jacques de venir nous parler, et ça sera sans diapo et avec la possibilité d'utiliser le tableau noir. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Je viens vous parler de crise et d'engagement. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes en crise et vous êtes engagé. On le sait, on n'en doute pas, on admire. On pourrait commencer par un petit applaudissement. À vous. Ça fait bientôt 2 ans que ça dure. On le sait, vous en avez marre. D'autant plus qu'il y a 2 ans, disons en avril de l'année passée, eh bien justement, la population sortait aux fenêtres le soir et vous applaudissait. Maintenant, la population se dit, mais est-ce que vous nous emmerdez encore longtemps? Est-ce qu'on ne va pas nous laisser tranquilles pour nos achats de Noël et pour nos vacances d'hiver? L'ambiance est différente. Je comprends que la situation est dure. La situation est une crise. Bon, moi aussi, je me sens en crise. Et comment vous en parler? Je ne sais pas, je vais vous parler de moi. Vous savez que... Non, vous ne savez pas. Ma découverte de la nature et du monde, je l'ai faite à la montagne, en Valais, parce que mon papa construisait un barrage au-dessus de Nanda. Et là, notre famille est un petit peu hors du monde. Puis ensuite, nous sommes allés à Sion, puis à Lausanne. Et j'étais un enfant assez timide, enfin pas très heureux. Et puis, je peinais, socialement je peinais. Et très tôt, j'avais ce très curieux besoin de comprendre pour ne pas avoir peur. Alors c'était le Valais là-haut, c'était un milieu très catholique, et le curé qu'on l'on voyait quasiment tous les jours, j'ai le souvenir que quasiment tous les jours à l'école, bien, il venait, il nous proposait des petites images pour mettre au-dessus du lit quand on a peur, et puis ça ne m'arrangeait pas tellement, ça. Et j'avais quelque chose qui m'est resté, qui est apparu avec la vie comme très important. Je voyais, voyons, il y a la Terre qui est comme ça, elle tourne comme ça,
moi je suis là, le soleil est là, oups, ça tourne, elle est grosse, elle va continuer à tourner, demain matin je serai là, puis ce sera de nouveau le jour, et puis ça m'arrangeait de comprendre ça. Et toute ma vie, je n'ai pas essayé de comprendre par passion, mais par intérêt non même pas par intérêt, mais par besoin pour mieux vivre. Et je ne sais pas, très étonnant qu'avec ça, il soit devenu un scientifique. Alors, bon, le départ fut un peu difficile parce que j'étais dyslexique. En fait, j'étais le premier à être repéré dyslexique au collège de Lausanne, collège scientifique de Lausanne, et c'est là que le directeur m'a autorisé à passer d'année en année sans avoir les notes. Et ceci m'a permis, ce fut un superbe oreiller de paresse pour ne rien faire pendant ces 50 collèges et d'arriver à quelques mois du certificat primaire d'école obligatoire et avec le départ du directeur qui m'avait permis cette solution de sauvetage pour un dyslexique, le professeur Notz. Et là, il est parti à un autre job, et là, j'ai été fichu dehors, mais propre en ordre. Et le gamin qui a quelques mois du certificat d'études, qui est fichu dehors avec rien du tout, c'était pas bien. Et mes parents, courageusement, m'ont envoyé à Trogen, parce que là-bas, il y a un internat à l'école cantonale. Et c'est là que j'ai compris que, ben écoute, mon vieux, il faut y aller. Et puis, c'est la chance, souvent, les dyslexiques, au fait, ils ont des possibilités. Et puis là, après, c'est allé, c'est bien allé. Je ne suis pas resté longtemps à Trogen, mais après, revenu, Mathieu dans une boîte à bachot, puis la physique allait plus, parce que dès le départ, je voulais continuer dans la biologie, puis mon professeur de physique en deuxième année qui m'a conseillé « Ouh, tu veux faire une thèse en biophysique, je sais où tu dois aller, va donc à Genève, chez Kellenberg. » Kellenberg qui avait créé le laboratoire de biologie moléculaire, qui était, disons, un peu le départ de la biologie moléculaire dans les caves je ne sais plus quelle direction c'est, mais enfin, c'est pas bien loin d'ici. Et puis, bon, c'était très bien. Et là, bon, j'ai fait ma thèse. Kellenberg est parti à Bâle pour monter le biocentre. Il a emmené son équipe avec lui. Donc, j'ai fini ma thèse à Bâle, puis postdoc. Une carrière standard d'un jeune chercheur. Puis, là, j'ai aussi eu la chance, quand le laboratoire européen de biologie moléculaire s'est créé, d'être appelé par le directeur, qui était John Kendrew. C'était tout au début. Et là, il cherchait des jeunes ambitieux avec des idées un peu pas tout à fait communes. Et puis là, moi, j'ai toujours été en microscopie électronique, et mon sujet, c'était donc gérer l'eau dans la microscopie électronique. Vous savez, vous êtes tous faits d'abord d'eau, avec un petit peu de matériel qui flotte dedans, et si on enlève l'eau, eh bien, c'est pas bien. Et dans un microscope, on ne peut pas garder électronique, on ne peut pas garder l'eau, parce qu'il doit fonctionner sous vide, et sous vide, l'eau s'évapore, d'où l'idée, c'était geler l'eau pour ne pas qu'elle s'évapore quand c'est assez froid, mais seulement quand on gèle ça, ça devient de la glace, et la glace, ça fait autant de dégâts que le pas d'eau, etc. Et puis, bon, puis on cherchait, c'était mon sujet, essayer de gérer cette situation, et puis on ne savait pas très bien où on allait. Puis vous savez, dans une carrière de chercheur, le plus souvent, et c'est une grande erreur, on cherche les voies prometteuses, les voies illuminées, les voies où tout le monde se lance parce que là, il y a un problème essentiel. Alors tout le monde va au problème essentiel. Donc, il entre dans le combat avec tous les autres. Moi, probablement, ayant beaucoup réfléchi à ça, je crois que je ne faisais pas ça parce que j'avais peur. J'avais peur de cette concurrence directe des personnes. Je n'ai pas peur de la concurrence avec moi. J'ai toujours essayé de me battre avec moi-même, mais pas avec les autres. Et puis, ainsi, j'avais ce sujet
qui était très inhabituel. Et puis vous savez, un jour, c'est la chance invraisemblable, parce que par définition, c'est pas ce que l'on attend, il se passe quelque chose d'inattendu. Et donc nous avons pu vitrifier l'eau de manière très simple, c'est-à-dire la geler la rendre solide sans qu'elle cristallise, et on savait que c'était impossible. Et vous comprenez, quand on arrive à ça, eh bien, on fait une découverte qui ouvre le chemin. C'est un chemin neuf, on est en concurrence avec personne à ce moment-là. Et vous voyez le cadeau que c'est pour un chercheur, et combien les jeunes chercheurs devraient s'efforcer de trouver une voie qui n'est pas la voie populaire. Et pour ça, évidemment, on n'a pas de crédit pour ça. Et donc, il faut qu'ils... comment faire? Il faut qu'ils aillent chercher à droite, à gauche. Oh, vous connaissez cette plaisanterie du bonhomme qui cherche... Non, mais je ne veux pas la tête. On passe un peu. Et voilà, bon. Sur ce, cette vitrification, vous avez compris, donc, ça permet de prendre la matière biologique et puis de la refroidir très, très vite, de manière à ce qu'elle reste dans son état natif. Et ainsi, l'eau est là, elle n'est pas fonctionnelle puisque tout est immobilisé, mais elle a la structure fonctionnelle. En 86, notre méthode était bien au point, et en couche extrêmement pince, on pouvait prendre n'importe quel petit jus de protéines, le vitrifier en couche hyper mince, un dixième de micron, et l'observer dans son état natif. Et nous avions un virus qui était résolu et reconstruit à 3 dimensions, parce que reconstruire à 3 dimensions, vous comprenez, la méthode est simple, je vous vois d'en face, mais si je vous vois de tous les côtés, je peux vous reconstruire à 3 dimensions. Quand on a un virus qui flotte, mais le même virus en très nombreux exemplaires, qui flotte dans toutes les directions, puis on peut faire la reconstruction tridimensionnelle, c'est des mathématiques, ça va bien. Et voilà, on avait à ce moment-là 35 angstroms de résolution, et c'est intéressant. On voit la jolie forme du virus, mais on ne voit pas les détails fonctionnels. Et là, mon collègue Richard Henderson de Cambridge, qui a aussi reçu le prix Nobel avec Joachim Frank, lui, dès le début, il avait dit, ce qu'il nous faut, c'est la résolution atomique. Et la résolution atomique, c'est 10 fois meilleure que nos 35 angstroms du départ. Et pour cela, ça veut dire 10 fois meilleur en dimension, 10 en longueur, 10 fois meilleur en largeur, 10 fois meilleur en hauteur. C'est un volume, c'est 1000 fois plus d'informations par unité de volume. Alors, chaque année, on améliore un petit peu la résolution. Et puis, il y a eu un congrès en Espagne en en 2015, pardon. Et puis là, on a constaté, voilà, on arrive aux 3,5 angstroms. On peut voir où sont les atomes. Maintenant, ils en sont à 1,5 angstrom, quasiment en routine. Et puis alors, à 1,5, on voit vraiment où sont tous les atomes. Et quand on a ça, vous voyez, on prend au micron. Je voulais le dire à la fin, mais je vous le dis maintenant, parce que ça ne fait rien. Voyez-vous, au micron, eh bien, s'il arrive dans le laboratoire de cryomicroscopie à Genève ou à Lausanne, on en parlera tout à l'heure, 2 jours après, on en a la structure atomique. Si on a la protéine purifiée, et ça va à toute vitesse. On ne l'a pas. Enfin, il y a 15 jours, il ne l'avait pas, parce que pour ça, il faut l'ADN, et on a la séquence du RNA,
on a donc la séquence de l'ADN et il faut construire, il faut synthétiser l'ADN. Bon, c'est un assez gros machin, mais enfin, c'est tout à fait standard dans les méthodes de la biologie moléculaire. Et c'est ainsi que on a pris l'habitude, on a nos petites routines pour obtenir cet ADN synthétique. Et pour ça, on a des firmes chez qui on le commande. Et typiquement, maintenant, tout le monde le commande en Chine. Et puis la Chine met longtemps pour le livrer. Ce qui fait qu'il y a 15 jours, ils n'avaient pas l'Omicron, stupidement. Et voyez, c'est ces petites routines qui, enfin, vous connaissez assez. La réalité du travail est bien différente de la théorie. Bon, probablement maintenant, ils l'ont. Et puis, quand on a vous vous rendez compte ce que ça veut dire quand on a la structure atomique comparée, qu'est-ce qui s'est passé entre le précédent, etc. C'est une mine d'informations extrêmement intéressante. Bon, quand il y a eu donc cette résolution atomique, voilà, les chimistes se sont agités, et puis on a reçu ce prix Nobel. Et c'est une chose impressionnante, naturellement, de recevoir un prix Nobel. Tout à coup, beaucoup de choses changent. J'étais à la retraite depuis 10 ans, et puis je m'étais beaucoup occupé. Voilà, mon occupation qui m'avait le plus satisfait, c'était d'enseigner les mathématiques aux migrants, aux mineurs non accompagnés. Vous voyez le genre de mathématiques que c'était, mais c'était une rencontre magnifique. Et puis tout à coup arrive cette chose-là, et là, bon, vous avez compris, j'ai toujours été politiquement actif. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tout à coup, tu as une voix, et là, je me suis dit, mais je ne vais pas seulement leur parler d'eau froide quand j'irai à Stockholm dans 2 mois et demi pour recevoir le prix. Et c'est là que je suis devenu de plus en plus nerveux. Et puis à Stockholm, je leur ai dit, voilà, quelques semaines avant avait été résolue par cryomicroscopie électronique la première structure atomique des filaments d'Alzheimer. Et puis on voyait alors, voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avec ces filaments, les chimistes vont se mettre là-dessus pour trouver sans doute quelle chimie on peut faire pour les démolir ou les empêcher ou n'importe quoi. Et puis ils vont prendre des brevets là-dessus et puis ils vont faire un fric fou. Et puis c'est pas ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, et mon rêve, c'est tous les dispositifs médicaux devraient être des biens communs à la disposition de tous. Ça devrait appartenir à l'OMS. Et l'OMS aurait la charge de gérer tout ce savoir de la médecine et de notre santé. Mais, comme on sait, c'est tout à fait d'ailleurs, c'est le but de l'OMS, c'est dans les statuts, c'est dans les documents de fondation de l'OMS, ça. Mais quel combat pour y arriver assez difficilement, comme vous savez. Bon, voilà, c'était mon engagement de l'époque. Et puis, c'est après que l'histoire s'est passée comme ça. C'était l'année suivante. Et je connaissais de plus en plus de monde. J'avais été dans beaucoup d'écoles, etc. J'avais fait connaissance avec des activistes, des jeunes valaisans. En particulier, et puis il y avait un groupe de gymnasiens valaisans qui sont partis en Pologne à la COP, je ne me rappelle plus combien, pour aller voir ce qui se passe là-bas, pour ce que le monde est en train de faire pour nous sauver avec le climat. Et ces jeunes gymnasiens étaient partis en groupe à Katowice. Et là-bas, ils ont rencontré Greta Thunberg, et puis ils sont revenus, etc. Et puis après, je les ai rencontrés de nouveau. Et j'ai pris conscience de cette force, de ce mouvement de ces gamins qui vont se lutter pour leur futur. Et là, voilà, après, j'ai été pris par eux dans ce mouvement, et c'était extra. Alors, j'allais manifester avec eux, et puis à un moment donné, certains d'entre eux, il y a le Covid qui arrivait, puis ils ne pouvaient plus rien faire, alors certains d'entre eux se sont installés sur la colline du Mormon.
Et la colline du Mormont, c'est donc un endroit près des sources de la Venoge, qui est un merveilleux endroit de la préhistoire et de l'histoire et puis de la nature, qui est en train d'être dévoré par l'usine de ciment des Clépons. Et ces jeunes ont été occupés le lieu pour lutter contre l'extension de la prise en main de cette région par les cimentiers. Vous savez que le ciment fait 8% de l'ensemble du CO2 suisse. Et puis aussi pour protéger cette région protégée de la nature, qu'elle ne soit pas davantage grignotée. Et puis ils sont restés 5 mois là-haut en défendant leur idéal et en essayant de construire une société alternative, riche, dans des conditions qui étaient, je vous assure, difficiles. Et puis, mais évidemment, c'était illégal. Et évidemment, on a voulu les faire partir. Et il y a eu des décisions judiciaires qui devaient partir, mais eux ne voulaient pas donner leur nom. Alors, il a fallu que quelqu'un donne son nom pour permettre les actions judiciaires, pour les défendre. Et puis là, alors nous avons été 3 à former le comité de défense de ces gamins. Et puis, voilà, oui, on est engagé dans ces choses-là. Puis évidemment, c'était forcément un petit peu compliqué après les discussions avec les municipalités des Clépons et puis des Clépons et puis de la Sahara, etc. Voilà, je parle de mon engagement, mais qu'on est tiré en avant, il faut de la conviction, et puis c'est les événements qui nous poussent, et puis voilà, j'ai admiré évidemment ces jeunes qui se sont engagés comme ça, et puis zut alors, ils ont été, il y a eu un bon matin, ils sont venus 650 policiers, il y en avait 150 là-haut, ils ont été proprement vidés. Bon, nous étions beaucoup engagés pour essayer d'éviter la violence, parce que c'était pas trivial, parce qu'il y en avait quand même qui étaient très échauffés. Et ça s'est relativement bien passé. Et puis, mais maintenant, voyez-vous, première chose en janvier, ce sera le tribunal. Et puis, on est très inquiet, on voit venir, d'après l'expérience de ces derniers temps, ils vont être condamnés. Le procureur du canton de Vaud sera là pour s'assurer, je ne sais pas, je ne suis pas le procureur, mais l'histoire récente a montré que lui, il se bat fort pour que l'on condamne ces crapules. Et ça ne va pas, vous vous rendez compte, ces jeunes, c'est eux qui nous veulent, ces vieux-là, ils seront loin dehors, c'est ces jeunes qui seront l'avenir. Et eux, ils luttent pour cet avenir et ils luttent pour que tout le monde agisse, et puis la justice vient et les met en prison. Ça ne va pas, ça. Vous voyez là le message que l'on leur donne à ces jeunes. Comment espérer qu'ils portent nos valeurs démocratiques et nos valeurs ces valeurs sur le fonctionnement de l'État quand on leur tape dessus de cette façon? Il y a de quoi être très fâché. Je voulais encore parler de microscopie électronique et de ma petite histoire. Donc, après avoir fait nos découvertes à Heidelberg, mis au point la petite méthode, je me suis dit, la recherche pure, c'est quand même dur. C'était un combat à Heidelberg pour être toujours plus avant. Mais je me suis dit que j'aimerais bien plutôt mettre plus de place pour l'enseignement. Et c'est ainsi que j'ai été nommé à Lausanne. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais Lausanne m'a fait vraiment des conditions de travail exceptionnelles. Il fallait reprendre le centre de microscopie de Lausanne, qui était un très vieux centre de microscopie, mais qui est historiquement un des tout premiers centres de microscopie électronique du monde. Et puis, ils m'ont donné aussi un laboratoire avec un bel équipement, tout neuf,
que je pouvais installer, c'était le laboratoire d'analyse ultrastructurelle en bas d'Origny, le centre de microscopie était au Bunyongo, et puis voilà, on m'a donné ces conditions magnifiques, avec la possibilité pendant tout le temps où j'étais à Lausanne, de faire des recherches sur des domaines où il n'y avait aucune chance d'obtenir des crédits du Fonds national. En particulier, au lieu de faire des couches hyper minces qui se vitrifient très bien, de prendre des gros morceaux de tissu, gros j'entends, pas gros mais des petites biopsies, et puis de les couper en couches minces pour pouvoir regarder, vitrifier des morceaux, et puis les couper en couches très minces, qu'on puisse regarder des cellules entières, de la matière biologique entière. On appelait ça la méthode Cenovis, Cryo-Electron Nanoscopy of Vitrisection. Et puis, c'était pas fini. Elle a bien avancé, mais elle doit encore progresser. C'est pas fini. Et puis, mais pour faire ce type de recherche, on n'avait aucune chance de gagner de l'argent du Fonds national, etc. Mais par la situation qu'on m'a donnée à Lausanne, c'était possible. C'était aussi possible, pendant tout mon temps à Lausanne, d'avoir au moins un ou une assistante engagée dans les problèmes dans l'enseignement biologie et société. C'est quand même formidable de pouvoir avoir cette disponibilité dans le système universitaire suisse. Merci à nous. Voilà. Et puis, quand je suis parti, donc c'était bizarre que j'ai eu des tellement bonnes conditions quand je suis arrivé à Lausanne. Quand j'ai quitté, à ce moment-là, on voyait, c'était en 2007, eh bien, il y avait déjà des centaines de personnes qui travaillaient en cryomicroscopie. On voyait, ça marchait. Mais là, l'université a courageusement décidé non, on arrête. Ils ont tout fermé. Et les 2 millions de notre budget, eh bien, passaient à autre chose. C'était bien, 2 millions, c'est pour apprendre. Puis, 3 ans plus tard, ils se sont dit, oh, ça c'est pas bien, on n'a plus de microscopie électronique. Alors, ils ont relancé quelque chose. C'était un triste moment pour la microscopie électronique à Lausanne. Et puis est venu le prix Nobel. Et là, Martin Vetterli, Nuria Hernandez, j'aurais dû commencer par Nuria Hernandez, la rectrice de l'université, elle qui a commencé la chose, Vetterli, et puis M. Flückiger, votre recteur, ont décidé, ben voilà, on va faire le Dubochet Center of Imaging. Et dans ce temps sur ce est venu le virus, mais dans ce temps de virus, et cette institution s'est créée à une vitesse, avec une efficacité, tous les problèmes, vous savez, il fallait des locaux, il fallait de l'argent, il fallait tout. Tout est venu comme ça, ils ont tout résolu en rien de temps. Et l'institution, ben voilà, elle fonctionne à Genève, elle fonctionne à Lausanne. Peut-être que bientôt elle va fonctionner à Berne. Et voilà, c'est le Dubochet Center. C'est là que j'aurais dû parler à quoi ça sert et vous dire à quoi ça sert d'aller chercher la structure d'Omicron, etc. Vous voyez, il y a 3 institutions qui, dans la région lémanique, j'ai fait ma thèse, commencé ma thèse à Genève. J'étais au Poly j'ai fait mes études de physique à l'EPUL, et puis ensuite les PFL là à côté. Ces 3 institutions, plus qui se mettent ensemble pour faire cette institution-là qui a été inaugurée il y a quelques semaines, c'est quand même très touchant. L'engagement, bon, on en a déjà beaucoup dit, mais parler de ces jeunes de la ZAD, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, je cite encore un cas. Vous avez peut-être entendu parler de Guillaume Fernandez, Guillermo en espagnol. C'est un papa de 3 enfants et c'est un homme normal. Il travaille dans une boîte d'informatique et il est cultivé, il est normal. Et puis, il a reçu le 8 août de cette année le rapport du GIEC sur
les derniers développements, comme vous le voyez le GIEC, et cette situation, cette clarification, non, 1,5 degré, c'est grave, 2 degrés, ça va pas. Bon, et puis, lui, le lendemain, il a pris connaissance de ceci, et le lendemain, il y avait l'anniversaire de sa fille, et puis, l'histoire paraît très jolie, mais maintenant, je le connais depuis assez longtemps, ce monsieur. Ce monsieur, il est transparent, il est tout simple, tout ce que je vois de lui, c'est transparent, c'est simple, c'est ce que je vous dis. Et puis, il a dit, ça va pas. Et puis, il s'est préparé tranquillement, je vais faire comprendre que ça ne va pas, et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais me lancer une grève de la faim, je vais sur la place fédérale, et ou bien j'obtiendrai que ces parlementaires écoutent le message du GIEC, ou bien je meurs. Et il l'a fait 37 jours. Et puis, au bout de 35 jours, on a de la chance. La nouvelle présidente du Conseil national, une jeune verte, et avec bien d'autres, et en particulier les gens du GIEC engagés, les chercheurs, les professionnels qui travaillent qui sont engagés au GIEC, sont mis ensemble, et ainsi, je pense, le 2 mai, il y aura une séance spéciale du Parlement qui recevra les gens du GIEC pour que le Parlement écoute ce qu'ils ont, les gens du GIEC. Comme ça, il a fini sa grève de la faim, maintenant il faut voir comment ce message passera. J'aime ce message parce que, voyez, vous êtes probablement au clair, la situation est catastrophique, elle est vitalement catastrophique pour notre société. Et pourtant, on peut s'en sortir, on peut facilement s'en sortir, facilement si on se donne la peine qu'il faut. Et il s'agit à chacun d'entre nous, vous donnez la peine qu'il faut. Mais ce n'est pas seulement notre peine dans notre petit domaine, c'est un travail, un devoir de société de convaincre notre société de changer sa façon de faire et de s'engager avec un courage qui lui manque. Notre société manque de courage. Elle manque de vision, mais elle manque de vision parce qu'elle ne veut pas avoir le courage. Et là, on est obligé de garder l'espoir. Il faut qu'on garde l'espoir parce qu'on a des enfants, parce que vous êtes jeunes, et puis parce qu'on veut un monde qui soit beau, viable, et c'est faisable. Merci beaucoup, merci infiniment pour avoir retracé un parcours extraordinaire et donné des conseils à nos jeunes chercheurs. Trouver la voie qui n'est pas la voie du groupe, mais des fois une voie originale qui permet de mieux se développer. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? On va regarder pour l'instant si on en a par Zoom. Peut-être une pour débuter. Vous avez évoqué à un moment donné le principe d'avoir tout ce qui est devices médicaux, l'OMS. Voilà, géré par l'OMS. Mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le développement de vaccins ARN, ce sont des entreprises privées qui ont développé ça sur la base de recherches antérieurement publiques et qui ont réussi à atteindre des objectifs. Est-ce qu'on peut penser que l'OMS pourrait atteindre les mêmes objectifs ou pas? L'OMS utilisera lourdement ces sociétés privées. On les payera très bien. Le directeur de Ciba-Geigy, maintenant, des Roches ou que sais-je, eh bien l'OMS le payera très très bien. Moi j'ai bien travaillé toute ma vie, payé par nos impôts. Eh bien voilà, mais au lieu que Roche décide de sa façon comment ils vont utiliser leur savoir et ils travaillent pour leur bien, le bien de leur firme, alors qu'on aimerait qu'ils travaillent pour le bien public.
Et puis vous dites là, ces firmes ont développé, oui, vous avez dit qu'ils ont développé, qu'il y avait le travail public. Mais il y a derrière 20 ans, attendez, c'est vous qui m'avez dit ce matin, les vaccins à RNA, on les fait sur les cochons. L'histoire des vaccins, la recherche sur les vaccins humains, il y a 15 ans que ça dure. Je ne sais pas si c'est 15 ans, enfin, il y a longtemps que ça dure. Toute cette recherche, c'est toujours la même chose. La recherche de base, elle se fait pour le bien public. Et puis, quand c'est mûr, je jette les firmes. Vous voyez ce qui s'est passé avec le séquençage du génome humain. Le long et difficile travail d'apprentissage, comment séquencer, développer les machines, développer la méthodologie. Et une fois que c'était mûr, est arrivé Venter qui a prélevé en quelques jours plus d'1 milliard sur le marché des capitaux, et puis en quelques jours il avait les nouvelles machines, il avait les gens qu'il a pris dans le secteur public, et puis hop, il s'est lancé à toute vitesse. Heureusement, il y a eu un blocage politique et on a dit non, vous ne sortirez pas tout seul, vous sortirez avec l'effort public qui traîne depuis, ou bien qui avance depuis 10 ans. Et ça, la nécessité d'intervenir, on ne peut pas se laisser tout voler par l'intérêt du fric. Voilà, le message est clair. Quels conseils vous pourriez nous donner, nous professionnels de la santé, nous citoyens, pour gérer au mieux cette crise Covid? Alors je vais vous donner mon conseil. Non, vous avez compris. C'est en pleine modestie que je vous donne ça, mais je réfléchis avec vous. Je prends la courbe des cas. Alors, le 15 mars de l'année passée, le nombre de cas doublait tous les 2,6 jours. C'est une situation un petit peu semblable à celle de l'Omicron maintenant. Et puis, ça montait. C'est le 24 février, le premier cas en Suisse. Puis ça montait. Et c'était la première vague. Alors là, 15 mars, le Parlement, le Conseil fédéral s'est dit, ça va pas. Ouf! 15 jours, on ne peut pas attendre, à la fin du mois, on sera en catastrophe, nos hôpitaux seront dépassés, ou 15 jours, ça ne va pas. Et là, ils ont pris des mesures, et puis, hop, c'est descendu. Et après, il y a eu un long temps, tout en bas, et puis, oh, c'est pas tout à fait juste. Ça montait tout doucement. Et puis, première vague, qui était plus haute que la précédente. Hop! Puis cette première, deuxième vague, pardon. Puis il y a eu la troisième, puis la quatrième, et puis la cinquième. Bon, voilà, on est là. Ici, vous voyez. J'ose le dire parce que moi, je l'avais écrit sur mon blog à ce moment-là. Puis mes copains m'ont dit, mais tu peux pas dire ça. Et là, je disais, ben voilà. Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire, il y a tout le monde qui est... Le monde est infecté, et puis, ma foi, on soigne ceux qui sont les plus malades. Puis on espère qu'il n'y en aura pas trop. L'alternative, c'est l'histoire des clusters. Je viens d'apprendre qu'à l'intérieur de l'hôpital, on traite sur la base des clusters. C'est-à-dire que quand on a un cas, on cerne le cas et on essaye de bloquer le cas. Ici, en Suisse, à cette époque, c'était donc début mi-juin de l'année passée, on approchait 10 cas par jour en Suisse. À 10 cas par jour en Suisse, vous voyez, quand je faisais du service militaire à Genève, dans la PA, eh bien, on avait une grande admiration pour nos collègues grenadiers de l'ozone. Eux, c'était ceux qui, en cas de coup dur au combat, on envoyait pour sauver le coup dur. J'imaginais
le service médical de l'armée qui se donne les moyens de faire face aux coups durs. C'est-à-dire, avec leurs hélicoptères, avec leurs moyens de communication, il y a un cluster qui apparaît là, un cas là, hop, on jette dessus et on traite le cluster. Et on se donne des moyens formidables. Je le rêve. Mais on a abandonné l'effort public pour les clusters. Ben, je crois que c'est une grande erreur. Alors, ce qu'on a fait maintenant, eh bien, on s'est réjoui que tout aille bien ici. Et puis, quand ça a commencé à monter, chacun a utilisé sa méthode. Certains prient, certains disent c'est pas grave, ça va faire passer. On a vu ça il y a 2 mois, là, et 1 mois, là. Ce que l'on disait, ça va, c'est pas encore très grave. Mais c'est l'histoire du bonhomme qui tombe du 7e étage quand il est juste au moment de lâcher, au moment de pousser. Il pourrait encore vite se rattraper. Mais ensuite, quand il arrive au 4e étage, 3e étage, eh ben, c'est trop tard. La loi qui le fait tomber, elle est au départ. Elle est là, la loi qui fait monter. Elle est là, c'est tout clair. C'est tout clair. C'est tout clair. C'est tout clair. On dit, l'exponentielle est une notion compliquée. Les gens ne comprennent pas l'exponentielle. Mais c'est pas vrai. C'est un manque de courage et de réalisme. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit que les émotions viennent du cerveau reptilien. Et pour en faire de l'intelligence, il faut les traiter ici, mais c'est très difficile. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on a un sentiment de manque de courage, de manque de réalisme par manque de courage. Moi, je pense qu'à la base, c'est quand même un manque de courage. Puis probablement qu'un jour, quand on sera à moitié, ça sera encore bien plus grave, et bien on bougera. Et puis avec le climat, vous voyez, avec le climat, en mars de l'année passée, c'était le deadline, c'était 15 jours. Le temps de catastrophe, c'était 15 jours. Ici, le temps de catastrophe, on peut discuter, je ne sais pas, c'est 10 ans. Hein? Et 10 ans, apparemment, c'est trop. Les gens ne le réalisent pas. Mais ce n'est pas vrai. On peut expliquer, on peut essayer de faire comprendre. Ouais, j'ai reçu une lettre d'un des conseillers fédéraux qui m'a semblé, avait très bien compris. Et puis il était très, très perturbé en se disant, ouf, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors quand ils ont beaucoup de travail, vous avez beaucoup de travail, moi je n'ai pas beaucoup de travail. Alors, est-ce que quand j'irai au tribunal début en janvier, et quand la police dira « partez » à ceux qui sont là dehors, parce que le juge a déjà dit qu'il ne voulait pas de témoins. On connaît l'histoire, il trouve que non, on m'a demandé d'être témoin, déjà plusieurs fois, et chaque fois, la justice suisse décide, non, on connaît l'histoire, on n'a pas besoin de témoins. Et ni témoin moral pour ces jeunes, ni témoin scientifique sur le contenu. Ça ne va pas. Et là, quand la police me dira « partez », qu'est-ce que je fais? Je vois ou je ne pars pas? Moi, je reste avec cette question. J'en aurai une autre pour vous. Est-ce que vous connaissez les grands-parents pour le climat? Alors, c'est un groupe de plus de 1000 personnes en Suisse qui se disent, voilà, comme grands-parents, on a une voix un peu spéciale puisque nous, on sera dehors avant la catastrophe. Mais on a des petits-enfants, et alors on s'engage pour nos petits-enfants. Et c'est un groupe très actif. Très concrètement, ce groupe, disons, une sorte de point de ralliement des efforts de ce groupe, à part ceux de manifester avec les jeunes, ça consiste à organiser des conférences.
Alors la première était à Lausanne, ça avait été un superbe succès. La deuxième était à Neuchâtel, ça avait été 3 super succès. La troisième était à Fribourg, ça avait pas été, ça avait eu quelques flottements. La quatrième aura lieu à Genève en automne de cette année, de l'année prochaine. Et le sujet qui s'est proposé, c'est climat et santé. Voilà. Et là, je fais un appel aux médecins, à la Société médicale de Genève, de venir aider les grands-parents pour le climat à organiser, à mettre sur pied cette conférence. Alors, s'il vous plaît, que des personnes qui seraient intéressées à faire avec nous, j'aimerais des noms. Des noms qui, voilà, nous sommes un petit groupe qui prépare cette conférence et on m'a envoyé chez vous, comme Winkelried, qui vient à la Société médicale de Genève pour vous convaincre de faire avec nous. S'il vous plaît, des noms. Mon adresse email, s'il vous plaît, c'est la suivante. C'est pas très compliqué. Oui, je sais, vous êtes horriblement pris. Regardez aussi un très joli site. C'est le grand-parent pour le climat. Et vous verrez que c'est un bon groupe. Voilà. Merci beaucoup pour ces commentaires. En termes de personnes du milieu médical qui a parlé du climat et de la médecine, il y a Pierre-Yves Martin, le professeur Pierre-Yves Martin, qui est récemment retraité. Je fais une dénonciation, mais il sera certainement intéressé pour parler sur ce sujet-là, climat et rein. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question ou commentaire dans l'Assemblée? Non. Anne, je crois qu'on n'a pas eu de questions en ligne. Donc, merci beaucoup pour votre engagement, certainement à poursuivre, pour vos messages clairs et cet encouragement pour la recherche qui était réellement spontané, clair et motivant. Merci et encore bravo.